Bac Asie 2021. Parker Solar Probe. Le 12 août 2018, la NASA, l'agence spatiale américaine, a lancé en direction du Soleil une sonde spatiale, PSP, Parker Solar Probe, dont la mission est d'étudier la couronne solaire. La sonde PSP doit relever de nombreux défis, notamment atteindre une orbite permettant d'approcher le Soleil de très près, protéger les instruments de mesure des rayonnements intenses. Voici une photo de la sonde PSP. La sonde PSP est protégée par un bouclier thermique. On voit les radiateurs et les panneaux solaires rétractables au milieu. Les instruments de mesure qui sont fixés sur le corps de la sonde restent dans le cône d'ombre produit par le bouclier thermique. Les caractéristiques orbitales de la sonde. Depuis son lancement le 12 août 2018, la sonde PSP subit des modifications successives de son orbite autour du Soleil du fait de l'assistance gravitationnelle de la planète Vénus. Elle rejoint ainsi progressivement son orbite optimale qui lui permettra de passer au plus près du Soleil début 2025. La sonde effectuera alors 4 passages au périhélie P et pourra enregistrer un maximum de données expérimentales. Le premier passage au périhélie aura lieu début 2025. Le lancement a eu lieu le 12 août 2018. Le premier survol de Vénus a eu lieu le 10 octobre 2018. À l'écran, nous avons l'orbite elliptique de la sonde en 2025. La masse du Soleil est de 2 fois 10 puissance 30 kg. La constante gravitationnelle est égale à 6,67 fois 10 puissance moins 11 mètres cubes par kilogramme par seconde au carré. À l'écran, on a représenté l'orbite elliptique que la sonde PSP décrira autour du Soleil en 2025. Les points A et P sont respectivement l'aphélie et le périhélie. Les points A et P sont respectivement l'aphélie et le périhélie. Rappelons que l'aphélie est la position de la sonde la plus éloignée du Soleil et le périhélie est la position de la sonde la plus proche du Soleil. Le point S représente le centre du Soleil. Représenté sur cette figure et sans souci d'échelle, la force d'attraction gravitationnelle notée F indice S sur PSP, modélisant l'action exercée par le Soleil sur la sonde PSP lorsqu'elle est au point M. Rappelons que la force d'interaction gravitationnelle qu'exerce le Soleil sur la sonde PSP s'exerce au centre de gravité de la sonde PSP, c'est-à-dire au point M. La direction de cette force est celle de la droite reliant les centres de la sonde et du Soleil, c'est-à-dire la direction de la droite MS. La force qu'exerce le Soleil sur la sonde est attractive, donc le sens de la force qu'exerce le Soleil sur la sonde au point M est orienté du point M vers le point S. En utilisant la deuxième loi de Kepler, comparez la valeur Vp de la vitesse de la sonde au point P à la valeur Va de la vitesse de la sonde au point A. D'après la deuxième loi de Kepler, le rayon reliant le centre du Soleil au centre de la sonde, c'est-à-dire le rayon SM, balaie des aires égales en des durées égales. Voyons ça sur la figure. Pendant une durée ΔT, la sonde passe de M1 à M'1 et le rayon SM balaie l'air hachuré en rouge A1. Pendant la même durée ΔT, la sonde passe de M2 à M'2 et le rayon SM balaie l'air hachuré en bleu A2. D'après la deuxième loi de Kepler, l'air A1 est égal à l'air A2. Comme les deux aires sont égales, la distance M1, M'1 parcourue par la sonde à l'aphélie est inférieure à la distance M2, M'2 parcourue par la sonde au périhélie. Divisons cette inégalité par la durée ΔT.
nous avons donc M1, M'1 sur delta t inférieur à M2, M'2 sur delta t. M1, M'1 sur delta t correspond à la vitesse de la sonde à l'aphélie, VA, et M2, M'2 divisé par delta t correspond à la vitesse de la sonde au périhélie, c'est-à-dire VP. On a donc VA inférieur à VP. La valeur VP de la vitesse de la sonde au point P est donc supérieure à la valeur VA de la vitesse de la sonde au point A. La NASA prévoit que la valeur VP de la vitesse de la sonde au point P sera de 192 km par seconde avec une incertitude type de l'ordre de 5 km par seconde. On souhaite savoir si cette valeur de la vitesse a été déterminée à l'aide du modèle du mouvement circulaire pour la sonde PSP sur son orbite autour du Soleil ou si un autre modèle a été utilisé. On se propose donc de déterminer la valeur V de la vitesse de la sonde PSP en supposant que son mouvement est circulaire, de rayon petit r égale à SP égale à 6,9 fois 10 puissance 6 km, afin de la comparer à celle prévue par la NASA. Le référentiel héliocentrique est considéré comme galiléen. Sur la figure 3, on a représenté le modèle du mouvement circulaire de la sonde PSP et le repère de Freinet au point M. À l'aide de la deuxième loi de Newton, montrez que, dans le cas d'une trajectoire circulaire, la vitesse v de la sonde PSP est constante et a pour expression v égale à racine carrée de la constante gravitationnelle multipliée par la masse du Soleil divisé par le rayon de la trajectoire circulaire petit r. Le système étudié ici est la sonde PSP. Elle est soumise à la force d'interaction gravitationnelle exercée. Dans le référentiel héliocentrique, la sonde PSP est soumise à la force d'interaction gravitationnelle exercée par le Soleil. On va appliquer la deuxième loi de Newton à la sonde dans le référentiel héliocentrique supposé galiléen. Cette deuxième loi s'écrit masse de la sonde multipliée par l'accélération du centre de gravité de la sonde est égale à la force exercée par le Soleil sur la sonde. Remplaçons la force d'interaction gravitationnelle par son expression. Nous pouvons simplifier de part et d'autre par la masse de la sonde. Nous obtenons donc que le vecteur accélération du centre de gravité de la sonde est égal à la constante gravitationnelle multipliée par la masse du Soleil divisée par le rayon orbital au carré multiplié par le vecteur unitaire petit n. Le vecteur accélération est donc normal. La composante tangentielle du vecteur accélération est nulle. Or, l'expression de la composante tangentielle du vecteur accélération dans le repère de Freinet est égale à la dérivée de la vitesse par rapport au temps. La dérivée de la valeur de la vitesse par rapport au temps étant nulle, nous en déduisons que la valeur de la vitesse est constante, et donc que le mouvement du satellite, en plus d'être circulaire, est uniforme. Reprenons l'expression du vecteur accélération. Le vecteur accélération est réduit à sa composante normale, AN égale à G fois ms sur r au carré. L'expression du vecteur accélération normale dans le repère de Freinet a pour expression la valeur de la vitesse au carré divisée par le rayon de la trajectoire. Nous pouvons simplifier de part et d'autre une fois par petit r et nous obtenons que le carré de la valeur de la vitesse est égal à grand G fois la masse du Soleil divisé par le rayon de l'orbite. Passons à la racine carrée. La valeur de la vitesse de la sonde est donc égale à racine carrée de la constante G multipliée par la masse du Soleil divisé par petit r. Calculez la valeur V de la vitesse de la sonde PSP dans le cadre de ce modèle. Reprenons l'expression de la valeur de la vitesse. Remplaçons G par 6,67 fois 10 puissance moins 11. La masse du Soleil par 2 fois 10 puissance 30 kg. Le rayon orbital doit être exprimé en mètres. Le rayon orbital vaut 6,9 fois 10 puissance 9 mètres. Nous obtenons une valeur de vitesse égale à 1,4 fois 10 puissance 5 mètres par seconde. Et si nous divisons par 1000, nous obtenons que la valeur de la vitesse
de la sonde PSP dans le cadre de ce modèle est égal à 140 km par seconde. Apporter une conclusion à la problématique posée dans cette question. D'après la NASA, la valeur de la vitesse au périhélie est égale à 192 plus ou moins 5 km par seconde. Donc la valeur de la vitesse au périhélie est comprise entre 192 moins 5, c'est-à-dire 187 km par seconde, et 192 plus 5, 197 km par seconde. Or, si on suppose que le mouvement est circulaire, la valeur de la vitesse de la sonde devrait être de 140 km par seconde. Cette vitesse n'est pas comprise dans l'encadrement de la NASA. Cela signifie que la NASA n'a pas utilisé le modèle du mouvement circulaire pour déterminer la vitesse. Elle a utilisé un autre modèle. La troisième loi de Kepler relie le demi-grand axe orbital et la période de révolution des systèmes en orbite autour du Soleil. On peut ainsi déterminer la période de révolution de la sonde PSP autour du Soleil à partir de la mesure du demi-grand axe de sa trajectoire elliptique. En utilisant la troisième loi de Kepler, et après analyse du programme Python figurant ci-après, et de ses résultats, déterminer la période de révolution grand T de la sonde PSP autour du Soleil. Sur ce document, on indique le demi-grand axe orbital et la période de révolution des planètes et de la sonde PSP autour du Soleil. Voici le programme Python qui a été écrit à partir des caractéristiques des orbites des planètes. Reprenons les lignes 12 et 13 du programme. D'après ces lignes-là, on retrouve la troisième loi de Kepler. La ligne 13 du programme indique que le carré de la période des planètes et de la sonde PSP en orbite autour du Soleil est proportionnel au cube du demi-grand axe. Le résultat de la modélisation nous donne K égale à 3,98 multiplié par 10 puissance moins 20 jours carrés par kilomètre au cube. D'après les caractéristiques fournies, le demi-grand axe de la sonde PSP vaut 58 210 fois 10 puissance 3 km. Nous allons pouvoir calculer la période de révolution grand T de la sonde PSP en prenant la racine carrée de petit k fois a au cube. Petit k est exprimé en jours carrés par kilomètre au cube. Donc petit a doit être exprimé. Les panneaux photovoltaïques. Durant la mission, les panneaux photovoltaïques de la sonde PSP servent à fournir l'énergie électrique nécessaire au fonctionnement des instruments de mesure embarqués. Ils permettent d'obtenir une puissance électrique utile de 340 watts. En 2025, au plus près du Soleil, ils devront être refroidis. Une puissance thermique P, indice TH, devra alors être évacuée grâce à de l'eau sous pression circulant entre les panneaux photovoltaïques et des radiateurs. Lorsque le bouclier sera parfaitement orienté vers le Soleil, la puissance thermique à évacuer sera 13 fois supérieure à la puissance électrique utile. Une erreur d'inclinaison du bouclier thermique de 1 degré entraînera une puissance thermique supplémentaire à dissiper de 35%. Dans les questions suivantes, on se place dans le cas critique d'une erreur de 1 degré d'inclinaison du bouclier thermique. La masse volumique de l'eau liquide dans les conditions de pression et de température de la sonde PSP est de 0,958 kg par litre. La durée du passage à proximité du Soleil est de 110 heures. La pression de l'eau dans le circuit est de 5 bars. La température d'ébullition de l'eau sous 5 bars est de 150 degrés Celsius. La capacité thermique massique de l'eau
vaut 4185 joules par Kelvin par kilogramme. Voici le diagramme énergétique de l'alimentation électrique de la sonde PSP. Sachant que les radiateurs peuvent dissiper une puissance maximale de 6000 watts, montrez que ces radiateurs peuvent effectivement dissiper la puissance thermique cédée par les panneaux photovoltaïques à l'eau sous pression. On nous dit que la puissance thermique à évacuer sera 13 fois supérieure à la puissance électrique utile. La puissance thermique à évacuer lorsqu'il n'y a pas d'erreur d'inclinaison est égale à 13 fois la puissance électrique. Or, l'erreur d'inclinaison de 1 degré entraîne une puissance thermique supplémentaire à dissiper de 35%. Cela veut dire qu'il faut dissiper une énergie supplémentaire égale à la puissance électrique multipliée par 13 multipliée par 0,35. La puissance thermique à dissiper est donc égale à 1,35 fois 13 fois la puissance électrique. Passons à l'application numérique. La puissance thermique à dissiper est de 5967 watts. Elle est inférieure à la puissance maximale que peuvent dissiper les radiateurs. Donc les radiateurs peuvent dissiper la puissance thermique cédée par les panneaux photovoltaïques à l'eau sous pression. Pendant la durée ΔT du passage à proximité du Soleil, l'équivalent d'un volume d'eau égal à 7570 litres va circuler pour refroidir les panneaux solaires. La température de ce volume d'eau va passer d'une valeur minimale de 50 degrés Celsius à une valeur maximale Tmax que l'on cherche à déterminer. On considère ici que la puissance thermique reçue par ce volume d'eau est égale à 6000 watts. Donnez l'expression de l'énergie thermique QR reçue par l'eau en fonction de la puissance thermique reçue par l'eau et de la durée ΔT. L'énergie thermique reçue par l'eau est égale à la puissance thermique reçue par l'eau multipliée par la durée ΔT. La puissance thermique doit être exprimée en watts et la durée en secondes afin d'avoir une énergie thermique en joules. La puissance thermique est de 6000 watts, la durée ΔT est de 110 heures, on convertit en secondes en multipliant par 3600. Nous obtenons une énergie thermique reçue par l'eau égale à 2,37 milliards de joules. 2,37 fois 10 puissance 9 joules ou 2,37 gigajoules. En supposant que l'élévation de température du volume total d'eau est uniquement due aux panneaux solaires, déterminer la température Tmax atteinte et déterminer si le système de refroidissement risque ou non l'explosion. L'énergie thermique reçue par l'eau est égale à la masse d'eau multipliée par la capacité thermique massique de l'eau multipliée par l'augmentation de température Tmax moins Tmin. Tmax moins Tmin s'écrit alors QR divisé par M fois C. Tmax est donc égal à Tmin plus QR divisé par M fois C. La masse d'eau s'obtient en multipliant le volume d'eau par la masse volumique de l'eau. L'énergie thermique reçue par l'eau est de 2,37 fois 10 puissance 9 joules. La masse volumique de l'eau est de 0,958 kg par litre. Le volume d'eau est de 7570 litres. La capacité thermique massique de l'eau est égale à 4185 joules par degré Celsius et par kilogramme. La température de départ est de 50 degrés Celsius. Nous obtenons que l'eau atteint une température maximale de 128 degrés Celsius. Cette température est inférieure à la température d'ébullition de l'eau sous la pression de 5 bars. Elle est inférieure à 150 degrés Celsius. Donc, il n'y a pas de risque d'explosion pour le système de refroidissement. Le bouclier thermique. La sonde est protégée des rayonnements solaires par un bouclier thermique de surface S indice B et d'épaisseur petit e. Constamment tourné vers le Soleil, ce bouclier thermique permet de garder l'ensemble du corps de la sonde à une température convenable pour ne pas endommager les instruments embarqués. Le bouclier thermique est composé d'un revêtement externe à base d'alumine capable d'endurer de hautes températures
jusqu'à 1900 Kelvin. Derrière ce revêtement se trouve de la mousse de carbone, prise entre deux couches rigides en fibre de carbone, très résistante à la température et à la déformation. Soumis à l'intense rayonnement du soleil, la température à l'avant du bouclier atteint une valeur de 1700 Kelvin et rayonne un flux thermique surfacique important, phi indice AV. Par ailleurs, un flux thermique surfacique phi indice AR égal à 1,55 kW par mètre carré traverse la surface SB du bouclier vers l'arrière. Pour permettre le bon fonctionnement de la sonde, il est impératif de limiter l'élévation de température à l'arrière du bouclier thermique en dépit de ce flux thermique surfacique élevé. Voici la conductivité thermique de la mousse de carbone, de l'alumine, des métaux et du PVC. La surface du bouclier thermique est de 16,6 m², son épaisseur de 11,4 cm, sa conductivité thermique de 0,140 watts par mètre par Kelvin. La résistance thermique d'une paroi de surface S d'épaisseur petit e et de conductivité thermique lambda se calcule en divisant l'épaisseur par la conductivité thermique et la surface. Le flux thermique phi traversant une paroi de résistance thermique R indice TH et soumise à une différentielle de température ΔT se calcule en divisant la différence de température par la résistance thermique. Caractériser le mode de transfert thermique entre le Soleil et la sonde PSP. Entre le Soleil et la sonde PSP, il y a du vide. Donc, le mode de transfert thermique est le rayonnement. Justifier l'utilisation de la mousse de carbone à l'intérieur du bouclier thermique. D'après les données, la mousse de carbone a une conductivité thermique très faible, ce qui en fait un très bon isolant. Déterminer la valeur du flux thermique total vers l'arrière phi. Le flux thermique surfacique vers l'arrière vaut 1,55 kW par mètre carré. Pour obtenir le flux total vers l'arrière, il suffit de multiplier le flux thermique surfacique par la surface. Donc grand phi est égal à phi vers l'arrière multiplié par la surface SB. 1,55 fois 16,6, cela nous donne un flux thermique total vers l'arrière de 25,7 kW. À l'aide des caractéristiques du bouclier thermique et des données, déterminer l'écart de température ΔT entre les deux phases du bouclier thermique ainsi que la température T indice AR à l'arrière du bouclier, commenté. Partons de la formule du flux. Le flux est égal à la différence de température divisée par la résistance thermique du bouclier. La résistance thermique est égale à l'épaisseur du bouclier divisé par la conductivité thermique du bouclier divisé par la surface du bouclier. Divisé par une fraction revient à multiplier par son inverse. Le flux est donc égal à la différence de température multipliée par la conductivité thermique lambda multipliée par la surface S divisée par l'épaisseur du bouclier. La différence de température ΔT est donc égale au flux multiplié par l'épaisseur divisé par la conductivité thermique divisé par la surface. Nous allons exprimer le flux en watts, 25,7 kW, cela nous donne 25,7 fois 10 puissance 3 watts. L'épaisseur doit être exprimée en mètres, 11,4 cm, cela nous donne 0,114 mètres. Lambda vaut 0,50 watts par mètre par Kelvin. La surface vaut 16,6 mètres carrés. Nous obtenons une différence de température de 1260 Kelvin. La différence de température entre l'avant et l'arrière étant de 1260 Kelvin, nous en déduisons
la température à l'arrière. La température à l'arrière est égale à la température à l'avant moins la différence de température. 1700 moins 1260, cela nous donne une température à l'arrière de 440 Kelvin. Retranchons 273 pour avoir la température en degrés Celsius. La température à l'arrière du bouclier est de 167 degrés Celsius. Cette température de 167 degrés Celsius semble trop élevée. Elle pourrait endommager les instruments de mesure embarqués.